et à tous et bienvenue dans ce journal. Ce mardi, le chef de l'État a reçu la chef de la diplomatie allemande en tournée africaine. Ensemble, ils ont évoqué la situation sécuritaire dans le Sahel et l'engagement de l'Allemagne dans la lutte contre le terrorisme dans le pays. À un an du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, le président de la CEI poursuit sa campagne de sensibilisation sur les élections. Ce matin, c'était face aux étudiants de l'INFAS qu'il était. Et puis les voitures électriques gagnent du terrain dans le pays. Aujourd'hui, environ 200 véhicules circulent, écologiques et économiques. Elles soulèvent toutefois des interrogations sur leur prix notamment. Je vous le disais, à un an de la présidentielle, le président de la CEI continue sa campagne de sensibilisation sur les élections. Ce matin, Ibrahim Koulibaly était face aux étudiants de l'INFAS, l'Institut de formation des agents de santé, où il a discuté du rôle de la commission électorale indépendante et de l'importance de s'inscrire sur les listes électorales. Le reportage de Salif Yadekoué et de Kimo Eric. Institut de formation des agents de la santé à Abidjan-Treichville. Le président de la CEI y a déposé ses valises pour quelques heures dans le cadre de la campagne d'éducation électorale qu'il a initiée. Face aux élèves et autres pensionnaires de cet établissement, Ibrahim Koulibaly a exhorté ses acteurs de la santé à s'intéresser au processus électoral. La qualité d'électeur est celle-là qui vous permet de participer à la gestion de la vie en communauté. Alors si vous ne vous inscrivez pas, vous vous mettez en marge de la société. Tout le monde peut devenir électeur à condition d'être ivoirien, avoir 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques et d'être inscrit sur la liste électorale. Quand vous décidez de ne pas être électeur, c'est grave. C'est grave. Il n'y a rien à payer. La directrice générale de l'INFAS, quant à elle, s'est félicitée de cette initiative qui s'inscrit dans sa vision de former des agents de santé de qualité sur tous les plans. Nous devons dispenser des soins de qualité. Et bien sûr, les agents de santé sont des agents de développement. Cet agent de santé nouveau doit aussi participer à la construction de l'Ivoirien nouveau. Doit aussi participer à la formation, à la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est en ce sens que nous sommes heureux de vous accueillir, heureux d'être sensibilisés, heureux d'être des futurs électeurs qui feront le bon choix dans la paix, la sérénité et qui seront prêts à accepter le choix de l'urne. Une tribune sur la matière électorale qui aura permis de dissiper des inquiétudes. J'ai appris beaucoup. J'ai appris parce qu'on entendait certaines choses. On va essayer en tant que parents aussi de motiver nos enfants à s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir choisir et élire nous-mêmes nos responsables, nos représentants. Je peux dire que c'est une obligation en fait. Quand tu es dans un pays, il faut être électeur pour pouvoir voter son candidat, pour ne pas qu'il y ait des troubles après. J'aimerais lancer un appel à tous les jeunes, surtout les jeunes, afin que tout le monde prenne la décision pour pouvoir voter. C'est très important pour éviter demain les conflits ou des débats inutiles. Il faut que tout le monde puisse s'engager à voter son candidat. L'INFAS a à sa charge la formation et le perfectionnement des agents de santé, notamment les infirmiers, sages-femmes, les maïeuticiens, les techniciens supérieurs de santé. Les étudiants des différentes antennes de l'intérieur ont également suivi par vidéoconférence cette conférence. Comme annoncé en titre, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi à sa résidence à Cocody avec la ministre fédérale des Affaires étrangères de l'Allemagne, Annalena Baerbock, en tournée africaine. Ils ont discuté de la situation sécuritaire, notamment dans le Sahel, et de l'engagement de l'Allemagne aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme. On écoute le président ivoirien et la ministre allemande des Affaires étrangères à l'issue de leur entretien ce mardi. Nous avons parlé bien sûr de la situation nationale, mais également de la situation dans les pays voisins, et donc des questions de sécurité et d'immigration, et aussi le climat. J'ai expliqué à Madame la ministre des Affaires étrangères nos préoccupations quant aux voisins, à certains de nos voisins où il y a quand même des attaques terroristes, la préoccupation pour les populations de ces pays, et également dire que, bien évidemment, nous souhaitons que ces pays soient aidés dans la mesure du possible au plan humanitaire, car les populations en ont besoin. Et nous avons évoqué aussi
les risques que cela pose à la Côte d'Ivoire, surtout à la frontière nord. Comme vous le savez, nous recevons déjà plus de 60 000 réfugiés du Burkina et ceci est un poids pour l'économie ivoirienne. Nous avons parlé de l'invasion de la Russie en Ukraine pour dire que c'est par le dialogue que cette situation devrait s'améliorer. Nous avons parlé de manière intense dans la manière dont nous pouvons davantage développer notre coopération. Je suis convaincue que cela va nous permettre d'apprendre encore plus les uns des autres. Nous l'avons également constaté ces dernières années. La Côte d'Ivoire fait preuve d'une performance très impressionnante, pas seulement dans le domaine du foot. Après de longues années de guerre civile, les Ivoiriennes et Ivoiriens ont créé une démocratie stable. Et comme cela a déjà été dit, nous avons également parlé de la manière dont nous pouvons agir ensemble. Les voitures électriques s'imposent de plus en plus dans le paysage, avec aujourd'hui environ 200 véhicules qui circulent, réputés écologiques et économiques, et soulèvent toutefois des interrogations, et notamment sur leur prix d'achat, leur consommation et leur entretien au quotidien, comme nous le montre Olivier Abimana, Kimo Eric et Cheikh Bluff dans ce reportage. À l'heure où on parle de transition écologique, la voiture électrique est-elle vraiment la panacée? En tout cas, elle trace sa route dans le paysage automobile ivoirien. Depuis peu, les bornes de recharge se multiplient dans les grandes villes du pays, comme Abidjan, Yamoussoukro ou encore Bouaké. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. On est en train de déployer notre réseau d'infrastructures sur l'ensemble du territoire ivoirien. On a commencé par Abidjan, donc on a quelques points de recharge sur le VGE par exemple. On en a à Cocody, on en a à Treichville. Enfin, on essaie d'installer un peu partout, on en a jusqu'à Bouaké. D'ici la fin de l'année, notre objectif, c'est d'installer 300 points de recharge. On ne fait pas que ça, on a développé une application mobile qui permet donc aux utilisateurs de pouvoir se recharger partout et de payer en mobile money. La voiture électrique présente de nombreux avantages. Elle pollue moins, n'émet pas de particules dangereuses pour la santé et elle est plutôt économe. Mais elle peut aussi être chère à l'achat. Elle est certes un peu plus chère, d'environ 20% par rapport à un véhicule thermique, mais encore une fois, on est à peu près sur des rapports sur la consommation énergétique. Sur le véhicule électrique, on est entre 8 et 10 fois moins cher que pour un véhicule thermique. Et sur la maintenance, on est 3 fois moins cher qu'un véhicule thermique. Sur une voiture thermique, vous pouvez avoir 300 km entre 25 et 30 000 en fonction de la voiture. Sur une voiture électrique, pour 300 km, ça tourne entre 5 000 et 7 000 francs. Si elle coûte cher, les acteurs du secteur de l'électromobilité semblent en avoir décelé la cause. Ils en appellent aux autorités du pays, qui de leur côté disent y travailler. Nous sommes en train de réfléchir sur ce qu'on appelle la puissance fiscale, qui est une taxe administrative. Et cette taxe, si on utilise les valeurs utilisées pour les véhicules à combustion thermique, on va payer des sommes astronomiques pour les véhicules électriques. Donc il faut revoir le calcul de cette puissance fiscale qui est dédiée spécifiquement aux véhicules électriques. La voiture électrique, il faudra tôt ou tard passer par là, plutôt tôt que tard d'ailleurs. Les normes internationales que la Côte d'Ivoire a signées lors des différentes COP l'y obligent presque. Nous ne fabriquons pas nos véhicules en Afrique. Tous les véhicules qui sont en Côte d'Ivoire, en tout cas, sont ramenés de l'extérieur. Donc ça, c'est la première chose. On n'a pas d'usine qui fabrique nos véhicules. Donc, avec les différents COP qui ont eu lieu où la Côte d'Ivoire a signé, signataire, donc qui doit respecter ses engagements, d'ici 2030, il n'y aura plus de véhicules thermiques sortis des usines. Donc on est obligé d'aller à l'électrique. Donc en quelque sorte, c'est inéluctable. Quelques 200 voitures électriques circulent dans nos rues. À terme, la Côte d'Ivoire s'est engagée à ce que 10% du parc automobile soit constitué de véhicules à batterie. Selon les acteurs du secteur, les Ivoiriens sont plus que jamais prêts à se lancer dans l'électromobilité. Tous les tests que l'on a faits montrent que les Ivoiriens ont beaucoup d'intérêt pour ce produit. Les Ivoiriens sont déjà très attirés par tout ce qui est nouveauté. On le voit au travers des choix qu'ils font sur les véhicules thermiques. Ils aiment la nouveauté. Et chaque fois qu'on fait un test drive, on voit bien que les gens effectivement sont très enthousiastes. En attendant la modification de la législation, les automobilistes doivent prendre leur mal en patience.
Mais la route est déjà toute tracée pour la voiture électrique. La lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire se poursuit. Le pays, avec l'appui de l'Union européenne, renforce la sécurité dans le nord. Une nouvelle caserne de gendarmerie a été livrée ce mardi au général Alexandre Apalo Touré, qui s'engage à en faire bon usage. Abouné à plus de 500 km d'Abidjan, nos envoyés spéciaux, Timé Danger et Fulgence Kissiedou. Théâtre d'attaque terroriste, la zone opérationnelle nord-est se renforce. Nouvel outil d'appui stratégique du dispositif de prévention et de riposte à l'hydre terroriste, cette caserne de gendarmerie, fruit de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. En première ligne, pour sa remise officielle, le commandant supérieur de l'institution de défense et de sécurité du pays. En son sein, un état-major, un peloton de surveillance et d'intervention, une brigade de gendarmerie territoriale, une maison de confiance et de protection de la famille, une brigade de recherche et une cellule anti-drogue. À ces infrastructures, le partenaire bailleur ajoute une centaine de gilets et de casques balistiques, 10 motos et 11 véhicules pick-up, avec radio et matériel de recherche. Cet appui à la sécurisation et à la prévention du risque terroriste, dans le nord du pays, réjouit l'officier général, à la tête de la maréchaussée ivoirienne, rassurant dans la foulée d'en faire bon usage. On ne peut être que heureux et fier de recevoir ces infrastructures, ces véhicules et d'autres matériels de travail que nous allons utiliser. D'ailleurs, le ministre de la Défense, que je représente ici, m'a instruit de faire de sorte que tout ceci soit correctement utilisé au profit de la population. Donc nous sommes très heureux et nous remercions pour cela la population de Bouna et ses contrées pour les relations parfaites et merveilleuses avec la gendarmerie nationale et les autres forces. Nous espérons que nous allons pouvoir continuer de satisfaire la population. Pour sa part, la chef de mission diplomatique de l'Union européenne a énoncé enjeux et attentes du projet Sécu-Nord, quand le chef de projet, c'est lui, félicité de l'engagement de la gendarmerie nationale pour son aboutissement. Cette caserne, c'est l'incarnation de ce meilleur équipement, cette infrastructure stratégique que nous avons financée, mais aussi la mobilité, les pick-up et les motos, donc tout ça est extrêmement important. Et puis nous avons aussi appuyé les comités civilo-militaires, donc qui sont vraiment le relais entre la partie civile et militaire pour établir cette confiance, pour parler d'éventuels problématiques, défis et essayer de les résoudre ensemble. L'engagement de la gendarmerie a été total, en commençant par son chef. C'est son chef qui au départ a donné toutes les orientations, qui a tout validé. Et après au quotidien, aux différents échelons, l'engagement a été total, y compris dans les formations où nous avons trouvé des gendarmes très enthousiastes, avoir leurs connaissances complétées. Bénéficiaires in fine de ce projet lancé en 2022, les populations du Bounkani ont exprimé leur satisfecit à travers chants et danses du terroir. Une liesse que va connaître le Tchologo avec Sécu-Nord 2 dans les prochains mois. Avec la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne font plus partie de la CEDEAO, une décision qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les communautés de ces deux zones. Interrogés, les ressortissants de ces trois pays réagissent à ce retrait et à son impact. Kassim Diabaté. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont désormais une confédération depuis le 6 juillet. Une décision qui n'est pas passée inaperçue auprès de la CEDEAO, réduite à 12 membres. Les dirigeants de l'institution régionale, au cours d'un sommet à Abuja, ont énuméré les conséquences de ce retrait. Ce retrait affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. La question préoccupe de nombreux ressortissants de ces pays en Côte d'Ivoire. En tant que Malien résident en Côte d'Ivoire, ça nous inquiète beaucoup. Déjà sur le volet administratif, ça va nous inquiéter. Sur le volet économique, ça va nous inquiéter. Ça va nous pénaliser, mais je vois que c'est une chose qui va pénaliser tout le monde. Parce qu'on a besoin de quelque chose ici, mais je vois que ces pays aussi ont besoin de quelque chose dans les trois pays. Ici, au centre-ville de la capitale, on retrouve un jeune Nigérien
vendeur ambulant qui se dit prêt à faire face aux éventuelles conséquences. Pour lui, il faut surtout poursuivre la marche vers la souveraineté. Nous, on a pris notre responsabilité pour qu'on se défende nous-mêmes. C'est là qu'ils vont venir dire qu'ils vont intervenir pour ça. Tout ce qu'on me fait, ça m'arrange. Si c'est pour retourner au pays, pour rester ici, pour chercher tout ça là, moi je reste ici, je cherche ici. Du point de vue de cet universitaire, il faut impérativement revenir à la table des négociations. Forcément, ce retrait-là a des conséquences aussi bien au plan commercial, économique, social et puis géopolitique. C'est dans les deux camps. Et je pense que ce retrait n'est pas forcément une bonne chose parce que ça met en péril plusieurs décennies d'intégration. Ce n'est pas que la CEDEAO veuille sanctionner obligatoirement les pays de l'AES, mais leur retrait a des conséquences juridiques qu'il faut forcément tirer. Et donc, moi, je pense que la solution serait que ces pays-là essaient de revisiter leur position afin de privilégier justement cette option économique au détriment de la crise politique qui peut se régler diplomatiquement. Une thèse soutenue par certains ressortissants qui sont conscients des véritables enjeux. Je souhaiterais que chacun d'entre eux revienne à la table de négociation. Qu'ils reviennent à la table de négociation, c'est dans l'intérêt de nos communautés. Si le président de la CEDEAO laisse les sanctions là, ça va nous arranger parce que le fait de faire visa pour aller, ça va jouer chez nous. Cependant, malgré les tensions et les incertitudes, l'espoir demeure au sein des populations. Les regards restent tournés vers les dirigeants des deux parties, dans l'espoir que cette crise puisse devenir une opportunité pour renforcer l'unité et la coopération entre les nations africaines. Le rideau est tombé sur la conférence ministérielle sur la transition vers le retrait du soutien de Gavi pour un financement local et durable de la vaccination. Cette rencontre qui a réuni plusieurs pays a permis de prendre des décisions et recommandations importantes pour assurer une transition réussie et aussi améliorer les programmes de vaccination. Le reportage de Nadja Eja et de Tanguy Kona. Après 2 jours de partage d'expériences sur les meilleures pratiques pour réussir la transition vers un financement endogène, durable de la vaccination, la déclaration d'Abidjan est adoptée à l'unanimité par les 9 pays présents à cette conférence ministérielle. Il a été également donc recommandé de mettre en place un mécanisme régional de suivi des recommandations avec une réunion annuelle de concertation. Sur le plan financier, il a été recommandé donc de classifier les dépenses de vaccination comme stratégiques et prioritaires et d'identifier des sources de financement innovants pour la vaccination. Je reste convaincu que les échanges que nous avons eus, les solutions que nous avons partagées et les engagements que nous avons pris contribueront de manière significative à renforcer nos systèmes de santé et à garantir la durabilité de nos programmes de vaccination. Une décision saluée par les partenaires de Gavi, Alliance mondiale des vaccins. Ils se sont engagés à soutenir les pays dans la mise en œuvre de leurs programmes de vaccination. La représentante de l'Alliance Gavi s'est réjouie de ce processus qui démontre l'amélioration du système de santé des pays participants, notamment la Côte d'Ivoire. Les vaccins, comme vous le savez, sauvent la vie des enfants et Gavi a appuyé la Côte d'Ivoire et plusieurs pays. C'est essentiel que les pays, après un certain temps, se dirigent vers la transition et s'approprient l'agenda de vaccination et l'institutionnalisent dans leur système et leurs priorités. Les engagements de la déclaration d'Abidjan s'articulent autour de 4 piliers, que sont la disposition et l'approche institutionnelle, nécessaires pour assurer une gestion efficace de la vaccination, la stratégie de mobilisation de ressources internes et externes, la stratégie de renforcement des capacités du système de santé et la stratégie pour encourager la participation active des communautés à l'utilisation continue des services de vaccination. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.